Bonjour à tous, aujourd'hui c'est le premier tuto de la chaîne, si on peut appeler ça comme ça. Et à cette occasion, je voulais aborder avec vous un sujet qui nous a tous déjà pris la tête. J'ai nommé comment choisir sa caméra. Bien sûr, il faut rappeler qu'une bonne vidéo, c'est avant tout un propos intéressant, une belle lumière, un son agréable, des décors, des accessoires, des costumes, enfin bref, plein de choses et pas forcément une bonne caméra. On peut faire une belle image avec à peu près tout. Mais c'est vrai quand même qu'il y a des grandes différences entre les boîtiers entrée de gamme et les caméras plus pro. Mais en fait, ces différences vont être surtout visibles dans des conditions particulières et difficiles de tournage, ou dès que vous voudrez faire de l'étalonnage un peu plus poussé sur votre image. Là, c'est vrai qu'un boîtier entrée de gamme va peut-être vous limiter un peu plus vite. Donc on va parler de ça, des caractéristiques à prendre en compte dans le choix de votre caméra. Ne vous inquiétez pas, des choses un peu plus méconnues que juste la résolution et la cadence d'image, même si ça reste deux points très importants. Et je vous ai listé ça en 10 choses à prendre en compte. La définition et la taille du capteur, sa sensibilité, sa dynamique, les profils d'image proposés, la profondeur de couleur et l'échantillonnage, les codecs et compressions, la stabilisation du capteur, l'autofocus, la monture et les connectiques et l'ergonomie. Et après tout ça, je vous donnerai quelques exemples de boîtiers par tranche de prix qui existent aujourd'hui et qui sont assez intéressants. Cette vidéo ne s'adresse pas forcément aux grands débutants pour qui ça va peut-être plus embrouiller qu'autre chose, mais a plus vocation à vous aider à comprendre votre matériel et dans le même temps à vous en servir. Mais ça va être long, ça va être un petit peu technique, c'est pour ça que je vous ai mis ce sommaire. Mais malgré tout ça, on va vraiment devoir rester à la surface des choses. Donc si vous voulez quelque chose de plus approfondi sur un point en particulier, dites-le en commentaire et ça me fera très plaisir de faire une autre vidéo pour ça. Le cœur d'une caméra et le plus important, c'est le capteur, c'est ce qui va imprimer l'image. Et on distingue deux caractéristiques principales. La première, c'est sa définition, qui s'exprime en mégapixels ou millions de pixels. Plus il y en a, plus le capteur sera défini. En général, ça tourne autour de 20-24 mégapixels, mais sur certains boîtiers, c'est beaucoup moins, comme 9 mégapixels, et sur d'autres, beaucoup plus, 48 voire 80 mégapixels. Alors, à quoi ça sert de savoir tout ça? Pour dégrossir énormément la question, en photographie, on privilégie davantage des capteurs très définis pour avoir vraiment une image qui ressorte et qui soit très détaillée. Et ça permet aussi de pouvoir faire des grands tirages tout en gardant une bonne résolution. Alors qu'en vidéo, au contraire, la définition du capteur n'est pas si importante. On préfère avoir une image plus douce et moins détaillée. Pour vous donner un exemple, l'Alexa Mini, qui est une caméra qui coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros et qui est utilisée au cinéma, n'a un capteur que de 7,54 mégapixels. C'est très peu. On va davantage privilégier la taille de ce qu'on appelle les photosites. Donc c'est des petits puits de lumière qui composent le capteur. Et c'est directement lié aux pixels, même si c'est un peu un abus de langage de dire que c'est la même chose. Et en gros, plus ces photosites seront grands, plus ils réagiront facilement à la lumière. Et ça réduira énormément ce qu'on appelle le bruit numérique dans une image qui est un phénomène tout à fait dégueulasse qu'on retrouve dans les basses lumières. Et là, on commence à se rendre compte que ça va être compliqué d'avoir un boîtier qui soit à la fois très performant en photo et très performant en vidéo, parce qu'il y a des besoins qui sont différents, même si c'est pas aussi simple que ça, et il y a des compromis qui peuvent se faire. Une autre caractéristique indissociable du point précédent, c'est la taille du capteur. Vous avez des différentes normes de taille de capteur, le full frame, l'APS-C, le micro 4/3, bref, on va pas tous les citer. Et en gros, sur un plus grand capteur, vous avez deux choix. Soit le constructeur a décidé d'y mettre des plus grands photosites, plus espacés, pour améliorer le rapport signal-bruit, ou soit il a décidé d'y mettre plein de petits photosites pour avoir une image bien définie. Et c'est pour ça que c'est hyper important, je suis désolé, j'ai peut-être été un peu long avant d'arriver à cette phrase, mais de regarder la résolution du capteur en fonction de sa taille. Pour vous donner tout de suite un exemple concret, ma Blackmagic Pocket 4K a un capteur micro 4/3, donc très petit et à première vue plutôt mauvais point. Mais sur ce capteur, il n'y a que 9 millions de pixels, donc c'est à peine assez pour faire de la 4K. Donc c'est pour ça qu'elle est plus orientée vidéo et permet même pas de faire de photos. Alors je pense que la plupart d'entre vous ont déjà entendu parler des ISO, qu'on peut augmenter ou diminuer pour changer l'exposition de l'image. Mais il faut savoir que faire ça, c'est juste amplifier le signal provenant du capteur et juste appliquer un boost numérique à votre signal vidéo. Et forcément, ça va entraîner une perte de qualité par rapport au signal pur. Alors pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que chaque caméra a ce qu'on appelle un ISO natif. C'est le réglage où il n'y a pas ce boost numérique. C'est la sensibilité de base sur laquelle a été conçu votre capteur. Et il vaut mieux pour votre image éviter d'y toucher pour éviter d'augmenter le bruit, les dérives colorimétriques, etc. Cependant, évidemment, il y a des situations, des projets qui nécessitent de jouer avec les ISO parce qu'on n'a pas assez de lumière, on n'a pas de projecteur ou notre diaph ne suffit pas. Et c'est pour ça que c'est hyper important avant d'acheter une caméra de bien se renseigner sur l'ISO natif du boîtier
mais aussi sur sa gestion, sa qualité de montée en ISO, surtout si par exemple vous faites du documentaire, du reportage, des choses où vous ne contrôlez pas trop votre environnement. Autre chose à savoir sur la sensibilité qui peut être un avantage à prendre en compte, c'est la présence ou non de ce qu'on appelle un double ISO natif. C'est une technologie assez récente qui commence à se démocratiser même sur les boîtiers plus entrée de gamme et qui permet à votre capteur d'avoir deux sensibilités où il n'y a pas de gain appliqué, et ça c'est très utile dans des situations de basse lumière, donc ça peut être une petite caractéristique, un petit bonus à prendre en compte. Le point suivant concerne la dynamique de votre capteur, Dynamic Range en anglais. Pour simplifier, c'est la différence maximale de luminosité que peut encaisser votre caméra entre la zone la plus claire et la zone la plus sombre de votre image, avant d'afficher un pixel tout blanc ou un pixel tout noir dans la même image. Et ça, c'est hyper important dans le rendu de votre image à partir du moment où vous avez des situations de fort contraste. Donc ça peut être un contre-jour ou même juste de l'extérieur dès qu'il y a la lumière du soleil et des ombres. Et pourquoi c'est important? Parce que ça va vous permettre de garder des nuances dans les hautes et les basses lumières, alors que si vous n'avez aucun détail, l'image paraîtra tout de suite beaucoup plus cheap. Cette dynamique, on la mesure en diaph ou stop en anglais, et pour vous donner une idée assez grossière, les boîtiers bas de gamme tournent plus aux alentours de 7 ou 8 stops, les milieux de gamme plus entre 11 et 14 stops, et les hauts de gamme plus entre 14 et 16 stops. Après, ces chiffres, ils veulent pas dire grand chose, parce que qu'est-ce qui est vraiment exploitable dans ces 15 stops, c'est assez subjectif. C'est d'ailleurs pour ça que vous allez retrouver des infos contradictoires sur internet. Mais c'est important de se renseigner pour avoir en gros la tendance du boîtier. Info importante à noter, la plage dynamique d'un même appareil va beaucoup varier en fonction du profil d'image dans lequel vous enregistrez. Et ça, c'est une parfaite transition pour le point suivant. Un profil d'image, qu'est-ce que c'est? C'est simplement des paramètres qui vont être appliqués à votre image. Ils concernent le contraste, la saturation, la netteté, la teinte et d'autres choses. Normalement, dans chaque boîtier, même les entrées de gamme, vous aurez plusieurs profils d'image disponibles. Un profil plus standard, un profil portrait, paysage, un profil plus flat. Et en gros, chacun est adapté à un type d'utilisation particulier en fonction de si vous voulez une image directement diffusable ou si au contraire vous voulez une image qui soit peut-être moins jolie de base, mais que vous pouvez plus retravailler à l'étalonnage. Mais certains boîtiers, c'est là que ça commence à devenir intéressant, offrent même la possibilité de tourner dans des profils qu'on appelle log. Alors il en existe différents suivant les marques, le C-Log, le V-Log, le S-Log, mais le principe est toujours le même, qui va être d'appliquer un algorithme qui varie un petit peu, mais qui va décontraster et désaturer énormément l'image, jusqu'à obtenir quelque chose de délavé et de moche à regarder. Mais alors à quoi ça sert de faire ça? Eh bien ça va vous permettre d'exploiter pleinement les capacités de votre capteur, notamment au niveau de la dynamique, on en parlait tout à l'heure. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on retrouve en général une grande différence entre les boîtiers milieu de gamme et les boîtiers entrée de gamme en termes de dynamique, parce que ces derniers ne proposent pas de profil log. Et le fait d'avoir cette image décontrastée et désaturée, ça va vous permettre d'avoir une énorme latitude de travail à l'étalonnage. Vous pourrez vraiment choisir quelle zone de l'image vous voulez garder des nuances, quelle zone vous voulez contraster, etc. C'est vrai que c'est pour moi une caractéristique importante si vous voulez faire des vidéos maîtrisées, mais attention, ça n'a pas toujours d'intérêt. En plus, ça va vous demander d'être beaucoup plus minutieux dans l'exposition de votre image, et ça peut vous demander vraiment de consacrer beaucoup de temps à la post-production. Donc ça va vraiment dépendre de qu'est-ce que vous faites de vos vidéos. Est-ce que vous voulez tourner plus en intérieur? Est-ce que vous voulez compter juste les diffuser sur YouTube? Voilà, tout ça, c'est à prendre en compte. Justement, les deux choses qui viennent sont très importantes si vous voulez travailler votre image à l'étalonnage. Alors tout d'abord, la profondeur de couleur. Pour vulgariser sans rentrer dans les détails, c'est avec quel degré de précision les informations de couleur de chaque pixel vont être enregistrées. Pour ça, on parle en nombre de bits, donc ensemble de 0 et de 1, et plus ce nombre sera grand, 8, 10, 12, 14, voire 16 bits, plus la description sera lourde en termes de poids de fichier, mais aussi plus cette description sera précise, et donc votre caméra aura un plus large panel de couleurs qu'elle pourra distinguer. Mais après, concrètement, la différence entre le 8 et le 10 bits ne se verra pas vraiment directement à l'image, ça va pas vous sauter aux yeux, sauf dans une situation où il y aura un dégradé de couleurs assez fin, comme dans un ciel par exemple. À ce moment-là, la caméra en 8 bits n'arrivera pas à reproduire fidèlement toutes les nuances de couleurs, et c'est pour ça qu'il y aura l'apparition de bandes comme ça. D'ailleurs, le phénomène s'appelle le banding. Et le deuxième défaut du 8 bits, c'est que vous serez beaucoup plus limité à l'étalonnage pour changer l'ambiance colorimétrique de votre scène, et vos sélections de couleurs seront moins précises, parce que forcément vous avez moins d'informations de couleurs. Ensuite intervient un autre phénomène lorsqu'il s'agit d'enregistrer ces informations de couleurs, c'est ce qu'on appelle le subsampling. Pour faire simple, c'est une compression de ces informations, et il y en a 3 formes en fonction du degré de compression. Donc il y a le 4-2-0,
le 4-2-2 et le 4-4-4. On commence par le 4-4-4 qu'on retrouve presque exclusivement dans les caméras professionnelles, où chaque pixel de l'image va avoir son information de luminosité et son information de couleur. En gros, il n'y a pas de compression. En 4-2-2, la caméra va commencer à compresser en faisant des regroupements de 2 pixels et en leur assignant une seule information de couleur. Et en 4-2-0, c'est la même chose mais avec des groupes de 4 pixels. Et là, c'est vrai que ça commence à être assez compressé. Mais étant donné que chaque pixel a son information de luminosité qui lui est propre, ça permet à l'œil de distinguer chacun des pixels. Et ici aussi, c'est presque impossible pour l'œil humain de distinguer une image en 4-2-0 et en 4-4-4, tout en économisant un poids de fichier vraiment important et un débit aussi. Je pense que vous en doutez, ici le problème du 4-2-0, ça va être surtout s'il y a une post-production assez poussée. L'étalonnage et les incrustations sur fond vert seront beaucoup plus compliqués, notamment au niveau des cheveux et tous les contours assez fins. Et dans certaines situations, même si ça reste assez rare, on peut observer un phénomène d'aliasing ou de moiré lorsqu'il y a plein de petites lignes très fines qui se succèdent. Et ici, le fait de faire des groupes de 4 pixels va vraiment se ressentir. Donc pour résumer, si c'est votre première caméra ou que vous ne faites pas vraiment d'étalonnage, je vous conseille pas de vous concentrer sur le fait d'avoir une caméra qui fasse du 4-2-2 10 bits, c'est pas vraiment important. Privilégiez plutôt d'autres choses. D'autant plus que certaines caméras, pas toutes, permettent d'augmenter leur performance si l'enregistrement ne se fait pas en interne sur une petite carte SD, mais via un enregistreur adéquat, souvent branché en HDMI, et ça peut être un très bon moyen de passer de 8 bits à 10 bits et de 4.2.0 à 4.2.2 si vous en avez envie plus tard. Un codec, c'est l'abréviation de codage et décodage, et ça va servir à compresser puis à décompresser votre vidéo pour qu'elle prenne le moins de place possible tout en limitant les pertes de qualité. Alors vous vous doutez bien qu'il y a plein de codecs différents et on va pas tous les aborder parce que... Mais je voulais bien attirer votre attention sur ce point parce que la qualité des codecs présents dans votre caméra va influencer la qualité de compression de vos images et aussi leur poids. Comme d'habitude, et sinon ça serait trop facile, ça va être une question de compromis entre la qualité des codecs et le poids de vos fichiers. Pour vous donner un exemple concret, le codec H264, qui est celui qui est le plus répandu dans la plupart des boîtiers bas de gamme et milieu de gamme, va vous donner des poids de fichiers vraiment très peu volumineux et avec un débit tout à fait acceptable pour des petites cartes SD, mais qui seront assez compressés. Alors qu'à côté, vous avez deux autres codecs très répandus, l'Apple ProRes et le DNX, qui eux optimisent vraiment la qualité de l'image, mais qui du coup requièrent beaucoup plus de débit et fournissent des fichiers assez volumineux. Et enfin, il y a un cas un peu particulier avec les codecs type RAW, qui eux sont censés transmettre l'intégralité des informations du capteur et compresser le moins possible. Donc ça c'est très bien dans la théorie, mais le RAW a tellement un débit monstrueux que les cartes SD ne sont pas du tout adaptées, il faut des trucs beaucoup plus rapides, avec beaucoup plus d'espace de stockage, et ça complexifie énormément le workflow, ne serait-ce qu'au tournage et en post-production. Et dans tous les cas, en fait, j'ai envie de dire qu'il faut réfléchir au problème de stockage, dès que vous utilisez des codecs un peu gourmands comme l'Apple ProRes, et même parfois l'H264 avec un débit élevé comme dans le GH5, parce qu'avec ça en fait les cartes SD que vous avez l'habitude d'utiliser seront pas adaptées pour engranger autant d'informations aussi rapidement, et du coup ça risque de poser des problèmes. Alors vous inquiétez pas, il existe des solutions comme des disques SSD si votre caméra permet d'en brancher, ou sinon vous avez aussi la possibilité d'enregistrer via un enregistreur externe, encore une fois en HDMI. Et en plus de ça, c'est parfois possible de même choisir le codec qu'on enregistre qui n'est pas forcément disponible dans le boîtier même. Voilà, c'est un avantage, mais ça demande des coûts supplémentaires. Et tout ça, de toute façon, il faut le prévoir avant d'acheter sa caméra. Souvent, à part lorsqu'on fait des plans à l'épaule voulus plus organiques, plus naturels, on cherche à avoir des mouvements de caméra vraiment fluides, qui ne soient pas saccadés, pour éviter de distraire le spectateur. Pour faire ça, c'est important de stabiliser la caméra, et il y a plusieurs moyens de le faire. Vous pouvez utiliser des outils externes, comme un gimbal, un steadicam ou un travelling, ou bien utiliser une caméra avec un capteur stabilisé. Alors bien sûr, ça va pas tout corriger d'un coup comme ça, mais c'est vrai que les technologies actuelles sont de plus en plus efficaces sur ce point, et vont permettre de bien compenser tous les micro-mouvements surtout. Et c'est vrai que pour beaucoup de créateurs indépendants, c'est un point presque indispensable, parce que dès qu'on est sur de la captation, qu'on doit être hyper réactif sur tout, on n'a pas envie de s'embêter avec un gimbal, devoir se trimballer, l'équilibrer, tout ça. Donc c'est très important, d'autant plus que ça demande encore un coût financier en plus. Mais pour nuancer un peu mes propos, je vais vous donner quand même un argument, peut-être un peu vieille école, en faveur des capteurs non stabilisés. En fait, indirectement, ce que va vous obliger à faire un capteur non stabilisé, c'est de prendre des bons réflexes de cadrage
qui vous seront utiles en fait avec toutes les caméras, qu'elles soient stabilisées ou non. Parce que sans l'aide électronique de la caméra, vous allez développer par vous-même des petits réflexes, des petites astuces pour mieux cadrer et éviter de trembler. Que ce soit par exemple dans le déplacement, en baissant le centre de gravité, pliant un peu les genoux pour éviter qu'on sente moins naturellement vos pas, que ce soit dans la position des bras, plus proche du corps pour moins trembler, ou encore dans la respiration. Et il y a plein de petites choses comme ça à côté desquelles on peut passer si on a directement une caméra stabilisée. Mais bien sûr, ça reste un énorme avantage, je vous conseille pas de passer à côté, mais juste ayez conscience de tout ça. Alors l'autofocus, vous savez tout ce que c'est un système qui permet de faire la mise au point automatiquement. Il existe différentes technologies suivant les marques et même les modèles. Les plus réputés sont plutôt Canon et Sony, même si d'autres marques les veulent tout autant en fait. Vous, ce qui vous intéresse surtout en fait, c'est de voir des tests sur le modèle que vous avez envie d'acheter et voir si l'autofocus vous semble satisfaisant. Petit point à noter aussi, le couple boîtier-objectif est important. Parce que si vous avez une optique qui est trop lente à faire la mise au point, l'autofocus peut un peu en pâtir. Et ça arrive même parfois que des optiques soient 100% manuelles, c'est-à-dire que vous ne pourrez même pas faire d'autofocus. En fait, le système d'autofocus, c'est vraiment hyper pratique et même indispensable si vous êtes tout seul ou avec une toute petite équipe, parce que ça va vous enlever une grosse charge de travail qui est de faire la mise au point. Mais c'est absolument pas une obligation de l'utiliser. Moi par exemple, je m'en suis jamais servi sur un tournage, j'ai même pas la possibilité de le faire avec la Blackmagic. C'est pas du tout que je suis contre, au contraire, là vraiment la technologie a atteint un niveau de précision assez incroyable, mais c'est juste qu'il faut se dire que sur un plateau de tournage professionnel, là j'ouvre un peu une parenthèse, mais il y aura toujours quelqu'un qui fait la mise au point manuellement et qui décide en fait à chaque instant qu'est-ce qui est net dans l'image. Il peut faire des changements de mise au point, etc. Et c'est pour ça encore une fois qu'il faut s'interroger sur ce qu'on veut faire. Si vous avez envie de vous lancer là-dedans et de travailler dans une équipe, notamment le pôle caméra, alors peut-être que je vous conseillerais de pas tout miser sur l'autofocus. Ça va vous permettre de bien comprendre les enjeux de la mise au point manuelle, et dans ces cas-là, vous n'aurez pas besoin d'un boîtier avec un bon autofocus. À savoir aussi qu'il existe sur certains boîtiers des aides à la vidéo, notamment le focus picking, et c'est assez intéressant, qui va vous indiquer précisément où est la zone nette dans votre image, même si après c'est à vous d'ajuster cette zone nette sur votre sujet ou là où vous voulez. Et ça, je vous conseille vraiment de choisir cette option si vous comptez faire de la mise au point manuelle ou même que vous voulez juste vous entraîner. La monture de votre boîtier, c'est l'interface qui va permettre de fixer votre objectif à votre caméra et aussi la plupart du temps de faire passer des informations électriques comme l'autofocus, le diaph. C'est un point important à regarder surtout si vous avez déjà des objectifs. Je vous affiche ici un tableau résumant les différentes montures qui existent selon les marques. Et bien sûr, les objectifs d'une marque ne seront pas compatibles avec les boîtiers d'une autre marque. Et ça varie même au sein d'une même marque. Enfin bref, c'est le bordel. Mais outre les problèmes de compatibilité physique qui ne sont finalement pas si graves puisqu'on peut les corriger facilement avec des bacs d'adaptation, il faut surtout faire attention au cercle de couverture de vos objectifs. Qu'est-ce que c'est ? Alors pour faire simple, chaque optique possède un cercle de couverture où convergent les faisceaux et en dehors duquel il n'y a pas de lumière. Si votre capteur rentre dans cette zone circulaire, alors il n'y aura pas de problème, mais s'il est trop grand par rapport à ce cercle, comme dans l'exemple ici, avec un capteur full frame et un objectif 18-35 sigma, il y aura un effet de vignettage qu'on veut bien sûr éviter. Un autre point à prendre en compte, c'est la présence des connectiques sur la caméra. Alors pour moi, le minimum, et de toute façon je pense qu'à peu près toutes les caméras ont ça, c'est d'avoir une sortie HDMI pour pouvoir brancher un moniteur externe, d'avoir aussi une entrée casque et une entrée jack pour pouvoir brancher un petit micro directement à la caméra. Alors c'est pas utile dans toutes les situations, mais ça peut l'être sur certains projets, et c'est toujours bien d'être polyvalent. Et certains boîtiers proposent même des sorties supplémentaires qui peuvent être un plus en fonction des projets que vous faites. Ça peut être, pour prendre l'exemple de ma Blackmagic Pocket, une sortie USB-C qui va permettre de brancher un disque SSD, éviter de devoir dépenser une fortune dans des petites cartes SD qui sont beaucoup plus chères. Ça peut être aussi, je sais pas, une sortie XLR ou mini XLR pour pouvoir brancher directement le micro d'une perche sur la caméra et éviter de devoir faire la synchro. Ça c'est très pratique si par exemple vous faites des interviews, des fictions un peu plus run and gun, comme un 48 heures par exemple. Bref, il y a pas mal de petites choses comme ça, à vous de regarder ça. Et enfin la question de l'ergonomie, ça va résumer un peu tout l'enjeu de cette vidéo, parce qu'il va falloir se poser cette question: est-ce que ce boîtier est adapté à mes conditions de tournage ? Parce que oui, évidemment, un petit boîtier hybride n'est pas adapté à un tournage professionnel où il y a 5 personnes à la caméra et plein d'accessoires, mais tout autant qu'une caméra pro qui pèse 15 kg n'est pas adaptée à un petit tournage où il y a 2 personnes dans l'équipe, ou un tournage où il faut être très réactif, comme un documentaire, etc. Du coup, sur votre boîtier, je vous ai fait une liste de 4 choses à regarder.
à commencer par le poids. Donc si elle est légère, c'est plutôt un avantage si vous voulez la transporter souvent, être mobile avec. Mais si elle est plus lourde, ça peut aussi être un avantage pour faire des plans portés, parce qu'en fait le poids va stabiliser naturellement les micro-mouvements. Regardez aussi s'il est possible de l'accessoiriser, notamment s'il existe des cages pour le modèle en question, parce que les cages c'est un peu la base de tout, c'est avec ça que vous allez venir visser tous vos autres accessoires. Autre point important à regarder, ça va être l'autonomie de la caméra, combien de temps durent les batteries intégrées, mais aussi s'il y a d'autres moyens de l'alimenter, comme par exemple sur secteur ou avec des V-Lock. Ça c'est assez important parce que par exemple sur ma Blackmagic, les batteries LPE6 durent qu'entre 30 et 40 minutes. Par contre, j'ai moyen de la brancher sur V-Lock dès que j'ai besoin d'une configuration qui tienne plus longtemps. Et là, ça peut me tenir plusieurs heures, voire toute la journée, donc regardez ça aussi. Et enfin, le dernier point que j'ai noté, ça va être la possibilité d'orienter l'écran LCD intégré. Ça, c'est très pratique, par exemple, si vous faites du vlog et que vous voulez vous filmer tout seul, parce que sinon, vous allez être obligé de faire comme moi et de brancher un moniteur externe en HDMI. Et bon, c'est vrai que c'est pas la solution la plus pratique. Et voilà, maintenant pour finir cette vidéo qui n'en finit plus, je vais vous donner quelques exemples de boîtiers par tranche de prix que personnellement je trouve intéressants et qui ont un bon rapport qualité-prix. Alors attention quand même à une chose, parce que les caméras aujourd'hui évoluent tellement vite que ce que je vais vous dire maintenant sera sans doute obsolète dans 2 ans de toute façon. Donc, dans la gamme des prix entre 500 et 800 euros, le premier appareil que je pourrais vous conseiller, c'est le Canon M50, qui est réputé pour avoir un excellent autofocus et qui a aussi un petit écran réversible. Donc ça, c'est vraiment un appareil qui est plus orienté pour de la création de contenu, des captations, etc. Mais effectivement qui n'a pas des performances vidéo incroyables. Le deuxième boîtier que je pourrais vous recommander, c'est l'A6300, et pour le coup, lui est très performant en vidéo. Il a un bon autofocus. Par contre, c'est vrai qu'il n'a pas d'écran réversible, mais il permet également de faire de l'ultra slow motion en 120 fps. Il propose des profils d'enregistrement en log, et des aides à la vidéo comme du focus picking. Bref, c'est un excellent appareil qui reste tout à fait abordable. Et enfin, une troisième référence qui vaut tout à fait la 6300, là c'est vraiment à vous de départager, même moi je ne saurais pas lequel choisir, c'est le GH4. Pareil, il propose des très bons ralentis, lui pour le coup il a un écran orientable, il propose également des enregistrements en log, et il est même débloquable si vous utilisez un enregistreur externe, et ça va vous permettre de faire du 4:2 10 bits. Ensuite, dans une gamme de prix entre 1000 et 2500 euros, je vous conseillerais la Blackmagic Pocket 4K, donc c'est celle que j'utilise actuellement d'ailleurs. Alors je vais pas vous vanter vraiment les mérites de cette caméra, c'est pas le but dans cette vidéo. À mon sens, c'est celle dans cette gamme de prix qui propose le meilleur rendu image. Mais ça, vous allez voir, ça a un coût. C'est vrai qu'il y a pas mal de points négatifs. Par exemple, le capteur n'est pas stabilisé, vous n'avez pas de possibilité de faire de l'autofocus, l'autonomie est vraiment pas ouf. Tout ça, c'est des choses qui font de cette caméra qu'elle n'est pas forcément très pratique à utiliser dans plein de situations. Par contre, si vous avez des tournages qui sont posés, où vous avez vraiment le temps de travailler l'image, c'est une caméra que je vous recommande. Le deuxième boîtier dans cette gamme de prix, ça serait le GH5. Donc c'est vraiment un excellent boîtier qui lui pour le coup est beaucoup plus polyvalent. Il a aussi une très bonne qualité d'image, même s'il ne propose pas autant de choix dans les formes d'enregistrement. Par exemple, il propose qu'un codec H.264, même si le débit est suffisant pour faire du 4:2 10 bits en interne, donc ça c'est assez ouf. Mais lui voilà, pour le coup il est tropicalisé, il a un capteur stabilisé, il a une plutôt bonne autonomie, un autofocus qui tient la route. Donc c'est vraiment pas pour le même type d'utilisation. Après, un défaut important qu'il a, c'est qu'il a quand même une assez mauvaise gestion des basses lumières. Et justement, le troisième boîtier qui est l'A7S II est un peu un compromis entre les deux précédents. Et pour le coup, lui, il a une excellente gestion des basses lumières et de la montée en ISO. Donc si vous faites surtout des vidéos de soirée ou des situations où vous êtes en basse lumière, ça peut vraiment être une bonne option. Quatrième modèle de cette gamme de prix, c'est le Fuji X-T4. Alors personnellement, je le connais pas très bien, j'ai juste eu de très bons retours. Et c'est vrai que dès qu'on regarde les specs, c'est assez bluffant. Donc voilà, je vais pas toutes vous les citer, mais il a notamment un log, le F-Log, qui est très très performant, qui permet notamment d'avoir une excellente dynamique, je crois qu'elle va jusqu'à 14 diaph de latitude. Donc voilà, il est aussi débloquable en externe en 4:2 10 bits. Donc il y a pas mal d'avantages. Et enfin, pour ceux qui voudraient faire le moins de compromis possible entre l'autofocus, les performances vidéo, etc., et qui ont un budget assez conséquent, donc là on parle de 4000 euros, je vous conseillerais le boîtier Sony A7S III, qui est assez récent. Donc lui pour le coup, voilà, je vais aller assez vite, il a une excellente stabilisation externe, un des meilleurs autofocus, il fait du 4:2 10 bits en interne, je crois qu'il peut faire du RAW même en externe. Il a une excellente dynamique annoncée à 15 stops. C'est un capteur plein format avec seulement 13 millions de pixels, donc très bonne gestion des basses lumières. Et voilà pour les caméras, évidemment j'en oublie plein.
Après, le but, c'était pas de vous faire une liste. Mais voilà, dans cette vidéo, je voulais surtout vous donner des notions pour vous aider à faire votre choix. Après, à vous de regarder. C'était vraiment un gros morceau pour la première vidéo de la chaîne. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires et bien sûr, si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!